Et salut à tous. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un décret par rapport à l'obligation du port de la lingette sur la tronche. Euh, Pourquoi est-ce que je fais des vidéos en rapport avec le droit et qui je suis en fait pour parler de tout ça? Eh bien écoutez, je suis personne, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait d'études de droit, mais ça n'empêche que pour moi, et je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment la vidéo sur la résilience juridique, où je vous expliquais un petit peu pourquoi est-ce que pour moi ça me semble être quelque chose d'indispensable à étudier, à apprendre, à connaître, à comprendre. Tout simplement parce que les lois, les décrets, les normes, etc., c'est ce qui contrôle le monde et c'est ce qui fait que nous allons plus ou moins pouvoir faire certaines choses. C'est ce qui va en fait brider ou débrider notre liberté d'action et d'interaction entre différentes personnes. Et je parle bien de personnes. Et donc là, aujourd'hui, on va un petit peu comprendre et analyser les textes sur lesquels les autorités, les magasins, les transports en commun s'appuient pour obliger le port de la lingette. Donc je dis lingette pour ne pas dire un autre mot, mais vous avez très bien compris de quoi je veux parler, du masco. Voilà, je vais l'appeler le El Masco. Ça m'évitera que ce soit trop facilement détectable sur YouTube. Et donc, voilà, pour moi ça me semble être indispensable, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis déjà quelques semaines, hein. Je suis complètement novice là-dedans, je suis personne pour parler de ça, donc je vais vraiment essayer d'interpréter, de vous expliquer ce que moi j'en comprends, ce que moi je comprends de ces textes-là par rapport à mes peu de connaissances que j'ai dans le domaine. Je m'y suis intéressé par rapport à des choses, les personnalités juridiques, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez surpris, donc j'ai voulu aller plus loin dans ma recherche, et ça m'a poussé en fait à tout simplement acheter des bouquins de droit, un pack complet, donc un pack spécial étudiant en droit. Et donc, je vais m'appuyer là-dessus pour étayer un peu, pour appuyer mes dires, pour que vous puissiez vérifier ce que je vais dire, parce que c'est le but de toutes les vidéos que je vais faire par rapport à plein de domaines. L'idée, ça va être de derrière un petit peu débunker, essayer de voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et de trouver des sources fiables pour vérifier ce qu'on voit. Donc là, moi j'ai le dictionnaire du vocabulaire juridique 2021, donc c'est la collection LexisNexis. J'ai également le petit guide de l'étudiant en droit, donc c'est un pack que j'ai acheté pour une 50aine d'euros en magasin, donc vous pouvez le trouver assez facilement, ainsi que le Code civil édition 2021. Pareil, toujours la même édition, LexisNexis 40e édition. Voilà sur quoi je vais m'appuyer. Bon, le Code civil, on ne va pas s'en servir cette fois-ci, on va s'appuyer uniquement sur des décrets. Il faut savoir que avant toute chose, il faut bien que vous compreniez la hiérarchie des normes. Donc ça c'est pareil, moi je pensais que c'était un peu une fantaisie. Non, pas du tout. Pardon. En fait, la hiérarchie des normes, c'est c'est un classement. Donc on appelle ça les normes, mais c'est tout ce qui va regrouper les déclarations, les décrets, les lois, les amendements, tout ce que vous voulez. Ça va vraiment permettre de fixer une hiérarchie au niveau de tous ces textes-là, parce qu'au final c'est des textes de loi. Enfin, non, ce ne sont pas des textes de loi, mais ce sont des choses qui vont être mises en place et appliquées et sur lesquelles les autorités vont pouvoir s'appuyer pour vous faire ou vous interdire certaines choses. Et donc il faut savoir que plus vous allez monter haut malheureusement c'est sous forme de pyramide, comme toujours, plus vous allez monter haut au niveau de la pyramide, et plus... et en fait, comment dire ? Par exemple, les lois françaises sont au-dessus des décrets. Donc, c'est-à-dire que si un décret en France contredit une loi française, c'est la loi française qui prévaut, qui prend le dessus, qui
qui passe par-dessus le décret et qui l'annule en gros. Pareil pour les lois françaises, si c'est en opposition aux lois européennes ou à des conventions ou à n'importe quoi, quelle autre chose, donc ça peut être la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ben ça va annuler la loi française qui est en opposition avec la loi européenne. Et si la loi européenne est en opposition avec la Déclaration universelle des droits de l'homme ou du vivant, et ben ça va l'annuler. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans tout ça. C'est pas parce qu'un texte est écrit quelque part, même s'il est diffusé sur le journal officiel, c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que là en ce moment, on a des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'à la télé, il y a des gens qui vont venir, qui vont se prétendre être telle ou telle chose, et qui vont obliger d'autres personnes à faire quelque chose. Sauf que si ce n'est pas diffusé sur le journal officiel, ça ne vaut rien. Et si c'est diffusé sur le journal officiel et que c'est en opposition des lois françaises, ça ne vaut rien. Si c'est en opposition aux lois européennes, ça ne vaut rien. Si c'est en opposition avec les déclarations universelles des droits de l'homme, ça ne vaut rien. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait j'essaie de faire ces vidéos-là avec un avis complètement extérieur, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout juriste, pour que les profanes, les gens qui ne connaissent rien au droit, puissent comprendre qu'est-ce qu'il en est exactement de tout ça en fait. Parce qu'il faut vraiment comprendre que le langage des juristes, donc ça peut être les avocats, les juges, les huissiers, n'importe quoi, il s'appuie sur le vocabulaire du droit, le vocabulaire juridique. Et c'est pas exactement le même, voire pas du tout, que le vocabulaire français en fait. C'est-à-dire qu'un mot dans le dictionnaire Larousse va avoir une définition, mais dans le dictionnaire, dans le dictionnaire du vocabulaire juridique, eh ben, ce mot-là peut avoir une autre définition. Et donc en fait, ça change toute l'interprétation du texte. Et donc, le souci, c'est que, vu que ça se ressemble énormément, des gens qui ne connaissent pas, qui sont profanes dans ce domaine-là, vont comprendre, vont interpréter des textes, des mots, d'une certaine manière, mais ce que veulent en réalité dire ces mots-là, c'est tout autre chose. Et donc vous allez peut-être consentir, contracter avec quelqu'un, en pensant comprendre le contrat par rapport à notre langage français, mais en fait vous allez contracter sur d'autres choses. Vous allez contracter quelque chose que vous ne comprenez pas vraiment. Et donc, d'où l'intérêt du travail que je vais essayer de faire par rapport à ça, parce qu'il y a plein de domaines qui ont déjà été faits, l'autonomie, etc. Bon, ça, il y a plein de gens qui le font. Je pense que là, il faut vraiment se tourner vers la résilience juridique, c'est super important. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que ce langage-là, il est hermétique. Il est hermétique et c'est pas pour rien. C'est parce que même si vous avez, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une assistance juridique ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est non pas de vous protéger vous, de vous représenter vous en tant qu'humain, mais en tant que personne. Une personne juridique, on va le voir après, c'est personne. Donc en fait, vous allez payer des gens qui savent pertinemment ce qu'ils font, qui savent pertinemment qu'ils ne défendent pas un être humain, qui défendent en fait une fiction. Et c'est pour ça qu'il faut être autonome, qu'il faut être résilient par rapport à ça pour pouvoir avoir les capacités de se défendre soi-même sans dépendre de ces gens-là en fait, sans dépendre de quelqu'un, d'un dépositaire de l'autorité ou de quoi que ce soit. Il faut être résilient par rapport à ça. Allez, voilà, c'est la fin de la parenthèse. Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est que très important avant de commencer à analyser ce texte, dans le petit guide de l'étudiant en droit que je vous ai cité tout à l'heure, donc de l'édition NexSys, ils disent quelque chose de très intéressant. Et c'est vraiment pas du tout à prendre à la légère, et c'est ce qui fait que l'interprétation est complètement différente selon les personnes et selon les consciences. C'est que les mots sont des diamants. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Par là, je veux dire que en fait, les juristes, les gens qui travaillent dans le droit, dans le droit, donc tout ce qui va toucher aux lois, etc. Donc je vous les ai cités tout à l'heure. Comment dire ? En fait, c'est un peu comme un travail d'orfèvre, où on va travailler minutieusement sur chaque
phrase, chaque mot ont un sens bien précis. Et cet ensemble de mots, cet ensemble de textes forme quelque chose de cohérent, d'harmonieux, un peu comme un bijou fait par un joaillier, un bijoutier qui va travailler minutieusement avec des diamants. Et bien là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que ce travail-là, le travail qu'ils font, ce sont des travaux de bijoutier ou d'horloger. Voilà, on peut aussi prendre l'exemple de l'horloger qui va mettre en place différents mécanismes qui vont réagir entre eux et qui, en fait, cet ensemble va être quelque chose de complètement cohérent où tout va fonctionner ensemble dans un but commun et avec un résultat final. Là, c'est exactement pareil au niveau du droit, au niveau de la construction d'un texte, au niveau de la finalité, de la manière de procéder, du déroulement. C'est un déroulement en fait. Les textes de loi ou même les procédures judiciaires, ce sont des déroulements. Avec une mise en demeure, des gens cités, de qui ça vient, sur quoi ça s'appuie, les déroulements des faits, le lien avec le droit, le résultat attendu et le résultat final. En fait, c'est vraiment des procédures, c'est comme un bijou. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que au niveau de ces textes-là, donc je me suis un peu renseigné, j'ai un petit peu déjà farfouillé par rapport à l'obligation du port des El Masco, et en fait, sur des sites de juristes, la plupart du temps, ils disent oui, alors, c'était des gens, des profanes, qui posaient des questions, et encore une fois, on essaie un peu de les entourlouper en essayant de dériver un petit peu, de noyer le poisson en parlant d'autre chose. Et concrètement, aucun juriste, aucune personne n'a su citer un texte de loi, un décret, n'importe quoi, qui précise le type d'El Masco que nous devons utiliser et à quel endroit il faut le mettre et de quelle manière. Et l'autre argument, mais c'est logique en fait, ça coule de sens. Oui, sauf qu'en fait, vu que les mots sont des diamants, et ben le fait d'intentionnellement mettre ou ne pas mettre un mot ou construire une phrase différemment, c'est voulu et ça a un réel impact sur l'effet en général, le sens de la phrase. C'est comme, j'ai un très bon exemple par rapport à ça, pour vraiment, je suis désolé, c'est très long, mais je m'en fous, c'est super important pour vous de comprendre tout ça, c'est ce que j'ai compris récemment. C'est comme, on va prendre un exemple, une voiture qui, on va faire une phrase avec deux mots qui ont qui sont très proches au niveau de leur sens, mais qui n'ont pas la même finalité, qui ne donnent pas la même finalité à la phrase. Une voiture, alors la voiture est passée par-dessus l'escargot. Bon, là on comprend bien que l'escargot est en bas, la voiture est au-dessus, et elle passe par-dessus. Maintenant, je vais dire, l'escargot s'est fait rouler dessus par la voiture. C'est toujours pareil, l'escargot est toujours en bas, la voiture est toujours en haut, la voiture passe toujours sur l'escargot, sauf que là, l'escargot a été écrasé. Et bien c'est exactement pareil au niveau des constructions de phrases. Donc si quelque chose n'est pas explicitement expliqué, et ben c'est pour moi volontaire et ça a un réel impact sur tout le sens de la phrase. Et donc là, alors je vais reprendre ma petite fiche. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le port de la lingette, je vais dire la lingette sur la tronche, enfin sur la tronche, sur le visage, dans les milieux intérieurs, donc dans tout ce qui va être magasins, centres commerciaux, etc., etc. Donc on va aller sur l'article 15, donc du décret 2021-699 du 1er juin 2021, donc ça c'est à vérifier sur Légifrance. Donc j'ai dit l'article 15. Donc article 15, il est là. Donc, petit 1. Je vais essayer de surligner un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si ça va être vraiment lisible à la caméra, donc je vais zoomer un peu. Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs
porte un masque de protection. Un masque de protection. Hein? On est bien d'accord. Là, c'est dit. On va le surligner, vous pouvez vérifier. Masque de protection. Alors déjà, masque de protection, ça ne veut, concrètement, ça veut rien dire. Ça veut tout, ça veut dire quelque, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que si on cherche sur le Larousse, on ne trouvera rien. Il va nous renvoyer vers Wikipédia. Mais Wikipédia, ce n'est pas un Larousse. Donc, si on cherche masco, qu'est-ce qu'on a comme définition? Elle va être longue, hein, je vous préviens. Faux visage de carton, peint, de tissu, etc., dont on se couvre la figure pour se déguiser ou dissimuler son identité. Forme stylisée, nanani, donc là, vous pouvez le lire. Empreinte prise sur le visage de quelqu'un, en particulier de quelqu'un qui vient de mourir, le masque mortuaire, bon, c'est pas ça. Histoire du costume, donc là, en fait, la définition du masque, c'est un objet qui permet de dissimuler son identité et de se déguiser. C'est la définition du Larousse. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur le larousse.fr. C'est un masque, faux visage de carton, peint, tissu, etc. Si on cherche protection, parce que là on parle de masque de protection, action, de protéger, de défendre quelqu'un contre un danger, un mal, un risque. Voilà. Donc en fait, c'est un objet qui permet de se déguiser et de dissimuler son identité qui protégerait contre un danger, un mal, un risque. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, mais il est barjot. Pourquoi est-ce qu'il nous parle, pourquoi est-ce qu'il cherche la définition de masque et de protection? Parce que les mots sont des diamants. Là, on n'a jamais, à aucun moment, vous verrez dans le texte, marqué un masque de protection contre le nanani nanana. Non, on parle d'un masque de protection. Des lunettes de plongée, c'est un masque de protection. En soi, c'est un masque de protection. C'est sur le visage, ça couvre une partie du visage. Donc, à aucun moment on parle du nez, de la bouche, des yeux. Là, on est d'accord. À aucun moment c'est précisé que qui doit être fait de telle matière, qui permet de filtrer ou de faire telle chose. Non, on parle juste un masque de protection. Donc, c'est-à-dire que si j'ai des lunettes de soudure, vraiment, ça semble absurde ce que je suis en train de dire, mais c'est concrètement ce que veut dire le texte. Si je porte un masque de protection contre les éclats liés à la soudure, c'est un masque, c'est sur mon visage, ça me protège, c'est un masque de protection, puisque ça me protège contre un danger, un mal, un risque, les éclats de soudure. Vous voyez, c'est ça en fait qu'il faut vraiment comprendre dans tout ça. Vous allez me dire c'est tiré par les cheveux. Non, non, non. On est d'accord que sur les lois qui obligent le port du casque, on précise bien que le casque est censé être attaché. Bon, alors pourquoi est-ce que là, les juristes n'ont pas juste rajouté le masque de protection contre les viruzos, je dis n'importe quoi pour que vous compreniez, voilà, vous savez de quoi je parle, qui doit du nez au menton par exemple, en une seule pièce, filtrant. Non, à aucun moment c'est précisé. On parle juste d'un masque de protection. C'est tout. Donc moi, ce que j'en comprends, ce que je comprends dans la loi, c'est même pas une loi, c'est un décret, c'est que, voilà, à partir du moment où c'est sur mon visage et que ça me protège d'un danger, d'un mal, c'est considéré comme un masque de protection, tout simplement. Donc maintenant, on va aller dans l'article 23-4 par rapport à... Alors, je crois que ça parlait des dépositaires de l'autorité publique et de justement l'obligation. Alors, dans les collectivités mentionnées à l'article, le représentant de l'État est habilité en fonction des circonstances locales à interdire les déplacements. Alors, c'était pas ça. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était qui peut, en gros, nous obliger à avoir un masque. Ça, il faut que je retrouve. Donc, je vais mettre en pause et je reviens tout de suite.
Bon, pour l'instant, je ne trouve pas. Dans tous les cas, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que, alors là, on est en fin de page. Alors à chaque fois, il nous parle de l'annexe 1, c'est-à-dire que là, même au niveau du début du texte, on nous dit à chaque fois de nous référer à l'annexe 1. En gros, ce sont les gestes, on va dire, pas de bienséance, mais qui définissent un peu comment est-ce on va devoir se comporter et quelles sont les, les règles en général pour lutter contre le nanani nanana. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça? Parce que en fait, voilà, pour l'instant, on a vu qu'au niveau des textes du décret, à aucun moment on précise que le masque doit être mis sur le nez, le menton et la bouche. On parle juste d'un masque de protection et aucune autre info. Donc là, au niveau de l'annexe 1, on a un endroit où c'est intéressant, ça va être celui-là. Pourquoi est-ce que je vais vous montrer celui-là? C'est parce que en fait, même les gérants de magasins ou les autorités, si vous leur demandez sur quoi ils s'appuient pour vous obliger en tant que personne de porter le masque sur le nez, sur le menton, en fait, dans les textes de loi, c'est pas précisé. Enfin, dans le décret, ce n'est pas précisé. Dans les textes de loi, c'est même interdit d'avoir quelque chose qui dissimule son visage. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Et donc là, ils vont, à mon avis, vous renvoyer vers l'annexe 1 qui dit se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant et éternuant ou éternuant dans son coude. Sauf que là, il ne précise pas dans quelles circonstances le nez et la bouche doivent être couverts. Et il ne parle pas du menton non plus. Là, si on décortique bien la phrase, se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude. Moi, ce que j'en comprends, de mon point de vue extérieur et de manière tout à fait logique, c'est quand systématiquement, donc à n'importe quel moment, à partir du moment où on est en extérieur, on doit se couvrir le nez et la bouche. Et c'est tout. En fait, avec quoi, ça n'est pas précisé. C'est pas marqué avec un masque qui doit aller du nez à la bouche, homologué nanani nanana. Non, c'est juste, on dit juste, voilà, systématiquement, le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude. Donc c'est encore plus ambigu parce que là, il parle également de tousser et d'éternuer dans son coude. Donc en fait, c'est-à-dire que là, d'après ce que je comprends au niveau de la phrase en général, c'est que en temps normal, on doit juste avoir un masque de protection, voilà, quel qu'il soit, de plongée, de soudure, ça c'est pas précisé. Et les visières sont interdites parce que ça ne cache pas le visage. Le but d'un masque, c'est de cacher une partie du visage, de cacher l'identité de quelqu'un. Et une visière, ça ne cache pas l'identité de quelqu'un. Donc ce n'est pas un masque et donc c'est interdit. Enfin, vous voyez, en fait, tout n'est pas logique. Il n'y a rien qui est logique dans ce que nous faisons et ce que nous appliquons par rapport aux décrets et aux lois. Se couvrir systématiquement le visage et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude. Moi, ce que je comprends là, c'est que il faut se couvrir le nez et la bouche pendant les moments où on tousse et on éternue tout en le faisant dans son coude. C'est tout. À aucun moment il est précisé d'un masque ou quoi que ce soit. Alors là, voilà. Sauf disposition contraire, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes. Masques répondant à la définition du dispositif médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme nanana, ou une norme étrangère reconnue comme équivalente. Masque de forme chirurgicale, importé et mise à disposition dans les performances reconnues. Masque de classe nanani, masque réservé à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes. Les masques présent les niveaux performance, l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres. Ah, voilà. La forme permet un ajustement avec une couverture de nez.
Ah bah voilà, bah en fait si je l'ai trouvé, c'est sur l'annexe 1, tout en bas. Lorsqu'ils sont réutilisés, le niveau de performance sur ce ok, donc bon, soit, ok, d'accord. Donc là c'est précisé, d'accord, de protection par rapport à ça. Mais ça n'empêche que les décrets sont en dessous des lois et que la loi de 2010-1192 du 11 octobre 2010, nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Donc en fait, ok, d'accord, je l'avoue, j'avais pas fait attention. C'est écrit à l'annexe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types? Il faudrait regarder. La perméabilité, la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture, nanani, nanana. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il parle masque réservé à des usages. Ah, d'accord. Donc, masque réservé à des usages non sanitaires. Donc, ce n'est pas par rapport aux sanitaires, mais on peut quand même ils sont quand même autorisés. Efficacité de filtration de 90%. La respirabilité permet pas. Ok. La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré par seconde pour une dépression de 100 pascal. La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton. On ne comprend pas de couture sagittale. Lorsqu'ils sont réutilisables, le niveau de performance mentionné au A sont maintenus auprès au moins après au moins 5 lavages. Les caractéristiques mentionnées au A, C du présent 4 sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par une des performances. D'accord, ok. La masse de type chirurgical mentionnée. D'accord, donc comment est-ce qu'on pourrait décortiquer ce truc? Comment est-ce qu'on pourrait l'attaquer? Donc, d'une autre manière, donc c'est le but, hein, c'est vraiment de comprendre où sont les failles. On va le faire ensemble, hein. Ça va prendre du temps. Obligation de porter un s'applique aux personnes. Alors déjà, voilà, ça voilà, c'est bon, j'ai trouvé une faille. Donc le 2 de l'annexe 1, l'obligation de porter un masque de protection mentionné au présent décret s'applique aux personnes. Voilà. Bah déjà, avec ça, on est tranquille. Une personne, ce n'est pas un humain. Et je dis pas de conneries, ça, je pensais que c'était des conneries. On va prendre le dico du dictionnaire du vocabulaire juridique 2021. On va aller à P. Personne. Donc la définition vraiment de personne. Ils me disent de chercher également personnalité juridique, c'est la même chose. Donc une personne, c'est une personnalité morale. Pas physique, morale. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un qui n'existe pas, à une personne qui n'existe pas, de porter le masque de protection. Si on va à la définition de personnalité juridique, aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, cette aptitude est inhérente à la personne humaine. Donc, inhérente, on va chercher ce que ça veut dire inhérent. I-N-H-E-R-E-N-T. Qui est lié d'une manière intime ou nécessaire à quelque chose. D'accord? C'est lié. Forcément. C'est la personne vivante qui possède la personne juridique. Donc c'est forcément lié. D'accord. Cette aptitude est inhérente à la personne humaine, c'est-à-dire que toute personne physique en bénéficie de sa naissance à sa mort. En bénéficie, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de la représenter. Cette aptitude est également reconnue selon des conditions variables aux personnes. Alors, cette aptitude est également reconnue selon les conditions variables aux personnes. Oui, si par exemple quelqu'un est emprisonné, il n'a plus les mêmes droits, ou s'il est dans des conditions particulières, et les mêmes devoirs que quelqu'un de libre, si on peut dire ça comme ça. Reconnus selon des conditions variables aux personnes morales, c'est-à-dire des groupements qui sont admis à être sujets de droit. À des groupements qui sont admis à être sujets de droit.
Donc là, il me propose de chercher droit de la personnalité morale. Eh ben, on va chercher personnalité morale pour comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est un jeu de pistes en vrai. Groupement organisé qui se voit accorder de la personnalité juridique, donc ça renvoie à la personnalité juridique qu'on vient de lire, afin et dans la mesure d'accomplir la tâche qu'il s'est assignée. La personne morale est un sujet de droit. Donc on ne parle pas de personne physique, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que là, effectivement, même si, voilà, je l'avoue, je l'avais pas vu, voilà, l'erreur est humaine, hein, voilà, ça fera partie de la vidéo parce que, justement, le but c'est aussi de montrer le côté humain, il faut arrêter de tout le temps vouloir montrer un côté perfectionniste sur Internet, des fois on se gourre, vous voyez comme là, bon, je n'avais pas vu l'annexe 1, je l'ai lu, et voilà, j'apprends de mes erreurs, il n'y a que comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Donc voilà, rien que par rapport à ça, déjà, on sait par quel biais attaquer un petit peu ce texte-là. S'applique aux personnes de 11 ans ou plus, ainsi que dans des cas mentionnés au 3 et 5 du 2 de l'article 36, s'applique également aux enfants de 10 ans dans les autres cas de mesure du possible. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que moi je le comprends. Une personnalité morale n'est pas une personnalité physique. Une personnalité juridique n'est pas un être humain. C'est une fiction qui n'existe pas. Par rapport aux déclarations universelles des droits de l'homme que je vous avais lues la dernière fois, on a le droit à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, d'avoir le droit à cette personnalité juridique-là, qui nous permet d'avoir accès à des droits, mais aussi à des devoirs. Mais ça veut dire que si on a le droit à n'importe quel moment de la représenter, on a aussi à n'importe quel moment le droit de ne pas la représenter. Donc c'est-à-dire que là, si je ne veux pas représenter la personne de 11 ans ou plus qui a l'obligation de porter le masque sur le nez, le menton, la bouche, et qui fait partie de toutes ces règles-là, enfin toutes ces dispositions, ces précisions au niveau du type de masque à utiliser, eh ben, rien ne m'en empêche en fait. Voilà, à partir du moment où je ne représente pas la personnalité juridique, on ne peut pas m'obliger le masque. Voilà moi ce que je comprends de tout ça, donc n'hésitez pas si vous y connaissez aussi un petit peu. Encore une fois, le but c'est pas de partir dans du rocambolesque, hein. C'est d'être toujours très logique et vrai, de ne pas partir dans du mensonge. Là, moi je vous lis que des choses qui sont vérifiables, hein. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire, personnalité juridique. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc une personnalité morale. Voilà, morale. Le moral, c'est pas physique, c'est moral. Et donc dans ces cas-là, si ils auraient voulu que être humain comme personne soit dans l'obligation de porter un masque, ils auraient écrit s'applique aux personnes morales et personnes physiques. Les mots sont des diamants. Voilà, même si je ne suis pas encore un orfèvre. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a également une loi qui nous interdit depuis 2010 de dissimuler son visage. Donc même si on vous dit, oui, mais le décret machin vous oblige à le porter, oui, sauf que la loi qui est au-dessus, qui interdit la dissimulation du visage, l'annule. Enfin, c'est ça, c'est qu'au niveau du droit, en réalité, c'est de la fumisterie. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que ce décret-là ne vaut rien par rapport à l'obligation du port du masque, par rapport à la loi de 2010-1192 du 11 octobre 2010. La méconnaissance de l'interdiction, on va essayer de l'analyser un peu, mais voilà, c'est très simple en vrai. Hein. Article 1, nul ne peut dans l'espace public porter une tenue à dissimuler son visage. Ou alors, si on veut respecter les deux, il faudrait proposer des masques en tissu transparent. Au moins, ça ne dissimule pas son visage. Et ça permet également de répondre aux spécificités du masque. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand-chose, mais vraiment, c'est vraiment des jeux de pistes. C'est-à-dire que là, pour un mot, une définition, ça part sur une définition d'un autre mot qui vous renvoie vers une définition d'un autre mot qui vous renvoie sur un autre mot. C'est vraiment un jeu de pistes, donc des fois vous allez passer 3 quarts d'heure pour décortiquer une phrase, quoi.
C'est bien le gros souci de ce langage-là. L'espace public constitue une voie publique ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés au service public. L'interdiction prévue à l'article 1 ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions légales ou réglementaires, si elle est justifiée par la raison de santé ou des motifs professionnels ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes, de manifestations. Ah, bah voilà, bah ça c'est pareil, vous voyez, je progresse. Il fallait que je lise tout. L'interdiction prévue à l'article 1 ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives. Alors, législatives, je pense qu'un décret c'est législatif ou réglementaire. Bon, réglementaire c'est un règlement, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de plus bas. Ça va être par exemple le règlement d'un établissement, qui ne sera jamais de toute façon au-dessus des lois ou des décrets, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels. D'accord. Donc là, pour le coup, ça rentre dans ça justifie par des raisons de santé. Ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, non, c'est pas le cas. La méconnaissance de l'interdiction dictée à l'article 1 est punie. D'accord. Ok. Alors par contre là c'est nul ne peut mais ça fait nul ne peut nul c'est pas ça précise pas le sujet en fait. Ça parle de qui, c'est adressé pour qui exactement, on dirait que c'est pour tout le monde mais je sais pas, c'est pas, pour moi c'est pas très clair. Ok, bon. Ben voilà, on a un petit peu décortiqué tout ça. Je crois qu'il y avait aussi une autre faille que j'avais trouvée. C'était quoi déjà? Donc. Donc on avait parlé de la personne. Donc je vais mettre en pause. Alors, il y avait autre chose sur lequel je voulais également dire. C'est pas. Alors je n'ai pas retrouvé, donc si vous avez les références, c'est une loi ou un décret ou je sais pas trop ce que c'est par rapport au droit à comment dire au droit de s'habiller, de se vêtir comme on a envie. Donc c'est-à-dire que le fait de devoir porter un masque d'une certaine manière, c'est une violation de liberté dans le sens où on nous oblige à nous revêtir, parce que c'est un masque, la définition d'un masque c'est un déguisement, de nous déguiser d'une certaine manière dont on ne voudrait pas être habillé. Donc ça c'est pareil, j'ai pas réussi à trouver de choses là-dessus. Un texte clair qui parle de ça, donc si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça m'intéresse. Mais voilà, fin du débunkage de cette affaire-là. Donc effectivement, on voit qu'il y a un décret qui et une loi qui travaille comme quoi je vous dis que c'est vraiment un travail d'horloger, c'est-à-dire que deux lois complètement différentes qui sont faites à plus de 10 ans d'écart sont faites pour qu'en cas de besoin, elles puissent être supprimées ou annulées temporairement le temps le temps qu'un décret par rapport à une situation sanitaire permette, disent l'inverse en fait de ce que interdit la loi. Là, sur quoi d'autre on pourrait peut-être les failles, en réfléchissant un peu, les autres failles qu'on pourrait peut-être trouver, je sais pas. C'est peut-être au niveau de l'entrée. Est-ce qu'on est toujours en crise sanitorium ou pas? Concrètement, parce que ça c'est pareil, on nous le dit, mais il faut le prouver. Il faut que l'État puisse prouver que la situation nécessite
nécessite ce genre de décret qui oblige et supprime d'autres lois. Ça aussi, ça serait peut-être un sujet à creuser, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez, ou même en privé, si vous voulez me contacter sur les réseaux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça m'intéresse, puis ça me permettra de creuser un peu tout ça. Mais à mon avis, on peut sûrement creuser là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment toujours en situation de crise ou pas? Voilà, ça fait quand même presque 2 ans déjà. Ouais, au moins presque 2 ans. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les services hospitaux, pour ne pas dire hospitaliers, sont plus tellement débordés. Donc, est-ce que vraiment tout ça est justifié? C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut aussi comprendre. Est-ce que c'est vraiment justifié de la part de l'État de restreindre nos libertés et de nous obliger certaines choses qui ne sont pas forcément nécessaires? Voilà, c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faudrait creuser. Là, on voit qu'au niveau des lois et des décrets, bon, c'est pas, à part le côté personne, toute personne, le côté personne juridique, à part ça, j'ai pas trop vu de faille en fait au niveau de tout ça. Tout a été bien précisé. Voilà, donc ouais, à mon avis, le seul angle de tir, le seul angle d'attaque qu'on pourra avoir, ça serait est-ce que c'est vraiment justifié ou non, et est-ce qu'on est toujours en situation de crise ou non, et sur quoi ça s'appuie pour le justifier. Et à partir de là, il faudrait non pas regarder les décrets ou les lois françaises, mais aller bien au-dessus de ça, puisque ça va être une décision au niveau de l'État, et donc il va falloir comme ça chercher ce qu'il y a au-dessus, et qu'est-ce qui peut contredire ce qui a été dit et mis en place ici dans l'État, la société France. Voilà, je pense que ça serait un bon angle d'attaque. Puis voir si ça viole pas certaines conventions, certaines lois européennes. À mon avis, oui. Il y en a déjà, je crois qu'on en a violé plus d'une quinzaine en 2 ans. Donc à mon avis, il y a d'autres lois qui ont dû être encore une fois de plus violentées. Parce que si je dis trop ce mot-là, YouTube va pas trop aimer. Voilà, donc n'hésitez pas à proposer votre aide, dans le sens où si vous avez déjà des informations cohérentes, claires, sourcées par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'irai les voir et j'essaierai de travailler, de fouiller un peu là-dessus, de décortiquer tout ça pour essayer de trouver une solution à ce marasme, à cette marée, cette marée de fuel, cette marée de pétrole dans lequel on s'est empêtré et dont on n'arrive pas à se sortir, alors que d'autres pays s'en sortent très bien sans tout ça. Et je pense que ça cache vraiment quelque chose. Voilà. Bon, allez, fin de la vidéo. C'est extrêmement long. J'espère que ça vous a quand même plu, même si au final, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais au niveau du résultat. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des choses, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. On peut pas toujours gagner et avoir raison. Voilà, pour le coup, c'est moi qui avais pas tout décortiqué de fond en comble. Parce que le truc, il faut quand même réaliser que c'est un sacré pavé, le machin. Décortiquer tout ça là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres sujets de vidéos sur lesquels je pourrais peut-être fouiller un petit peu, des trucs qui peuvent vous intéresser. Moi, je vous ai commencé peut-être un petit peu à comprendre mon approche par rapport à tout ça, mon point de vue et mon objectif. Donc voilà, si vous avez des idées en rapport avec ces objectifs-là, n'hésitez pas également à me les dire en commentaire, me les proposer pour des prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous, les Rey. Je salue l'élite de la nation, les collègues qui me regardent, qui me suivent depuis le début, les nouveaux arrivants. Prenez soin de vous, tout le monde. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos animaux. Ne vous laissez pas abattre par ce qui se passe. C'est rien, on va s'en sortir. Il faut rester levé, bien droit. Faut pas baisser la tête.
et on y arrivera. Et il y a que, pour moi, il n'y a qu'au niveau du juridique qu'on va pouvoir se sortir de tout ça, parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à nous maintenir dans cet état-là, et c'est grâce à ce même outil qu'on va réussir à enlever nos chaînes des pieds et des poignets, et des cerveaux. Allez, et des cœurs aussi, et de tout, et de l'âme, et de tout ce que vous voulez. Allez, bonne soirée à tous, et je vous dis à une prochaine.